L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora est écrite dans les livres, gravée sur les monuments et chantée dans les chansons. Elle vit dans nos traits, dans notre sang, dans la résilience que nous portons sans savoir d'où elle vient. Mais parfois, l'histoire choisit des véhicules plus étranges pour se manifester. Des véhicules qui défient notre logique, qui brisent les barrières de ce que nous considérons comme possible. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'un de ces cas. Elle ne commence pas dans un palais ancien ou sur un champ de bataille, mais dans la jungle de béton de São Paulo, avec un homme ordinaire, un artiste, un homme nommé David, qui pendant 10 longues années a gardé un secret qui le rongeait de l'intérieur, un secret si bizarre, si surréaliste, qu'il défie la médecine, la science et la raison même. Pendant 10 ans, David a mangé du métal, et ce qui est arrivé à son corps, à son esprit et à son âme, est un voyage qui nous mènera des rues animées du Brésil jusqu'au cœur palpitant et flamboyant d'un ancien empire africain. David était un sculpteur, un artiste qui voyait de la poésie là où d'autres voyaient des déchets. Il travaillait avec du métal recyclé. Pour lui, une poutre rouillée, un engrenage mis au rebut ou une vieille chaîne n'étaient pas des débris. C'étaient des toiles en puissance, chargées d'histoires inédites. Son atelier, dans le quartier de Muka, était un sanctuaire d'oxydation et de formes abandonnées, un lieu où il redonnait vie à ce que le monde considérait comme mort. Mais il y a exactement 10 ans, sa relation intime avec son matériau de travail a changé d'une manière profonde, viscérale et terrifiante. Cela a commencé de manière insidieuse, presque imperceptible. Un jour, alors qu'il polissait une pièce, il a ressenti une impulsion inexplicable, une démangeaison au fond de la gorge, un besoin presque salivaire de lécher la surface froide d'une ancienne enclume dont il avait hérité de son grand-père. Un objet massif et sombre, marqué par d'innombrables cicatrices de travail. Il a reculé, choqué et dégoûté par sa propre pensée. Mais l'impulsion, telle une graine étrange, avait été plantée. Elle n'est pas partie. Elle est restée là, latente, en attente. Quelques jours plus tard, seul dans son atelier la nuit, le silence amplifiant un bourdonnement dans sa tête, l'impulsion est revenue, cette fois écrasante, non négociable. Il a lutté contre lui-même, mais ses jambes l'ont mené jusqu'à l'enclume. Il s'est agenouillé, comme s'il se tenait devant un autel, et a passé la langue sur la face froide et métallique. Et le goût n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas seulement la saveur métallique et astringente du fer. Il y avait quelque chose de plus. Un goût de terre humide, de pluie ancienne, de sang séché depuis longtemps. Un goût de mémoire. Ce fut un choc électrique. Une sensation qui a parcouru son corps et s'est logée dans son estomac comme une braise ardente. Ce qui aurait dû être répulsif était, d'une certaine manière, profondément, effroyablement familier. La compulsion, une fois nourrie, a escaladé. Ce goût le hantait dans ses rêves et à l'état de veille. Des semaines plus tard, il travaillait sur un morceau de fer à béton rouillé et, sans s'en rendre compte, il l'a porté à sa bouche et a commencé à en ronger le bout. Le son du métal raclant contre ses dents l'a sorti de sa transe, le remplissant d'une vague de honte et de dégoût de soi. Mais la compulsion était un animal affamé, plus fort que sa raison. Et alors, il a fait l'impensable. Un petit éclat de métal rouillé s'est détaché. Il l'a tenu sur sa langue un instant, sentant sa texture granuleuse, et l'a avalé. Il a fermé les yeux, attendant la douleur aiguë, la perforation d'un organe, le goût de sang d'une hémorragie interne, la visite inévitable aux urgences. Mais rien ne s'est produit, absolument rien. Au lieu de cela, il a ressenti une étrange et profonde sensation de plénitude, comme si une faim ancestrale, un manque qu'il ne savait même pas exister en son fort intérieur, avait été momentanément comblé. C'était il y a 10 ans. Ce qui a commencé comme une impulsion bizarre est devenu une habitude secrète et quotidienne. David mangeait du métal, pas en grande quantité, ce qui rendait le tout encore plus étrange et difficile à expliquer. C'étaient des éclats de ferraille qu'il arrachait avec une pince, de la poudre de limaille d'acier qu'il balayait du sol de son atelier et gardait dans un petit pot de petits fragments de chaînes et de vis qu'il trouvait dans des dépôts de ferraille comme un orpailleur à la recherche d'un or particulier et rouillé. Il vivait dans un état constant de peur et de secret, peur que sa compagne le découvre, peur que ses amis le voient et le considèrent comme fou, et, par-dessus tout, peur de ce que cela faisait à son corps. Il est allé voir des médecins, bien sûr, secrètement, dans différentes villes, en utilisant de faux noms, pour ne pas créer d'antécédents, pour ne pas être étiqueté. Il décrivait ses symptômes, sa compulsion. Ils lui ont diagnostiqué une forme sévère de pica,
un trouble du comportement alimentaire caractérisé par le désir de manger des substances non nutritives comme la terre, les cheveux, la glace ou, dans des cas plus rares, le métal. Ils lui ont donné des diagnostics, des théories, carence en minéraux, problèmes psychologiques, traumatisme d'enfance, un déséquilibre chimique dans le cerveau. Ils lui ont prescrit des suppléments de fer, de zinc, une thérapie cognitivo-comportementale, des antidépresseurs. Rien, absolument rien, n'a fonctionné. Parce que la fin de David n'était pas une fin de minéraux. C'était autre chose. Et voici la partie que le titre promet. La partie qui est véritablement surréaliste et qui défie la science moderne. Selon la logique médicale, la toxicologie, la biologie, David devrait déjà être mort. Ou, au minimum, en défaillance multiviscérale. 10 ans à ingérer des métaux lourds, en particulier du fer oxydé, aurait dû détruire ses reins, son foie, son système nerveux. L'empoisonnement aux métaux lourds est cumulatif et dévastateur. Il provoque des lésions neurologiques, la démence, la défaillance d'organes, une mort lente et douloureuse. Ces analyses de sang, qu'il faisait sous de faux prétextes, auraient dû être un désastre toxicologique. Mais elles ne l'étaient pas. Les médecins étaient perplexes, certains même sceptiques quant à son histoire, pensant qu'il mentait ou exagérait. Ses niveaux de fer étaient élevés, évidemment, mais pas au niveau catastrophique que l'on attendrait de quelqu'un qui ingère du fer pur quotidiennement. Ses organes vitaux, surveillés en secret pendant des années, fonctionnaient avec la précision d'une horloge suisse. À certains égards, et c'était la partie la plus bizarre de toutes, il était en meilleure santé que jamais. Il tombait rarement malade. Une grippe qui terrassait tout son entourage passait sur lui comme une brise. Il avait une énergie physique, une endurance, qu'il n'avait pas auparavant. Il pouvait travailler dans son atelier pendant des heures, soulevant des pièces lourdes sans ressentir la même fatigue qu'avant. Mais il y avait un prix à payer, et ce n'était pas le prix que les médecins prévoyaient. Son corps changeait de manière subtile et inexplicable. Sa peau avait acquis une résilience étrange. Les petites coupures et éraflures de son travail, qui prenaient auparavant des jours à cicatriser, se refermaient maintenant presque du jour au lendemain, laissant des marques minimes. Ses sens s'étaient aiguisés d'une manière presque animale, en particulier l'odorat et le toucher. Il pouvait sentir l'âge d'un métal rien qu'en le touchant, en sentant la vibration subtile de son histoire, s'il s'agissait de fer forgé ou industriel. Mais le changement le plus profond était intérieur. Il se sentait de plus en plus distant des gens, comme si une barrière invisible de fer le séparait du monde. Une solitude profonde et métallique, comme s'il opérait sur une fréquence différente. Et les rêves étaient devenus sa seconde vie, plus réelle et plus vivide que la première. Chaque nuit, sans exception, il était transporté au même endroit, un village de terre et de paille, sous un soleil africain si intense qu'il sentait presque la chaleur sur sa peau en se réveillant dans son appartement froid de São Paulo. Il n'était pas David, le sculpteur. Il était dans un corps qui n'était pas le sien, un corps plus fort, plus sombre, avec de larges épaules, et des mains épaisses et calleuses par le dur labeur. Il se tenait devant une forge, l'air vibrant de la chaleur et du son rythmique, hypnotique, d'un marteau frappant le métal incandescent. Il entendait des chants dans une langue gutturale qu'il ne comprenait pas avec son esprit, mais que son âme reconnaissait comme si c'était sa langue maternelle. Il voyait des visages, des rituels, la création d'outils agricoles, d'instruments de musique et d'armes qui semblaient vivants dans ses mains. Il se réveillait chaque matin trempé de sueur, avec l'odeur de la fumée et le goût indélébile du métal dans la bouche, plus épuisé que lorsqu'il s'était endormi. Après 10 ans à vivre cette double vie, cette existence fracturée, David était à bout. Le secret était un fardeau trop lourd. La déconnexion avec la réalité devenait insupportable. Il savait, avec une certitude qui venait du fond de son âme, une certitude qui n'était pas logique, mais instinctive, que la réponse ne se trouvait pas dans un autre cabinet médical ou dans un autre flacon de pilules. La réponse était dans les rêves, dans cette forge, dans ce son du marteau. Il a commencé à faire des recherches, non pas en tant que patient, mais en tant qu'archéologue de sa propre âme. Il a passé des nuits blanches, non pas à travailler sur ses sculptures, mais à plonger dans Internet, dans des forums d'anthropologie, dans des archives d'ethnomusicologie, à la recherche d'indices. Le martèlement rythmique de ses rêves, découvrit-il, n'était pas aléatoire. C'était un rythme spécifique, un motif complexe, presque musical. Et c'est cette recherche, en tapant « rythme marteau-forge Afrique Yoruba » dans un moteur de recherche, qui l'a mené à un nom, Ogun. Ogun, l'orisha de la métallurgie,
de la guerre, de la technologie, du travail et du défrichement dans la tradition yoruba. Le forgeron divin qui, selon les mythes, a ouvert un chemin dans la forêt avec sa machette en fer pour que les autres orishas puissent atteindre la terre. Le seigneur du fer, de la route, du progrès et de la vérité. Plus David lisait sur Ogun, plus les pièces de son puzzle surréaliste s'emboîtaient avec un clic métallique et retentissant. Ogun était la force brute qui façonne la civilisation, et ses dévots, les forgerons, n'étaient pas seulement des artisans, c'étaient des prêtres, des gardiens d'un pouvoir sacré, les seuls capables de transformer le minerai brut de la terre en objet de pouvoir et de dessein. Les rêves de David n'étaient pas seulement des rêves, c'étaient des échos d'un héritage. Sa quête l'a mené à une personne, une aiguille dans la botte de foin académique de São Paulo. La docteure Folami Adebayo, une professeure nigériane, ethno-historienne et spécialiste des religions d'Afrique de l'Ouest, qui était professeure invitée à l'université de São Paulo. David a obtenu un rendez-vous, ressentant un mélange d'espoir et de terreur, ne sachant pas exactement quoi dire. Comment explique-t-on à une universitaire respectée que l'on mange du métal et que l'on rêve d'être un forgeron africain du XVIIIe siècle? La docteure Folami était une femme imposante, d'âge mûr, avec un visage à la fois sévère et doux, et un regard qui semblait pénétrer les apparences, qui ne se contentait pas des superficialités. Elle a écouté l'histoire de David patiemment, pendant près d'1 heure, sans l'interrompre, sans manifester la moindre trace de jugement ou d'incrédulité sur son visage. Quand il a terminé, la voix étranglée, la pièce est restée silencieuse un long moment, seulement remplie par le son lointain de la circulation de la ville. Puis, elle a posé une question, une seule question, qui a changé le cours de la vie de David pour toujours. « David, » dit-elle, avec son accent yoruba chargé et musical, « quel type de métal mangez-vous? N'importe lequel? L'aluminium d'une canette de soda? L'acier inoxydable d'un couvert? L'or d'une alliance ?» David y réfléchit pour la première fois de manière analytique. La compulsion n'était pas indiscriminée. Il n'avait jamais désiré de métaux neufs, brillants, industrialisés. La faim était toujours pour du fer ancien, de l'acier au carbone rouillé, des pièces forgées à la main, qu'il trouvait dans des démolitions et des dépôts de ferraille. « C'est toujours de la vieille ferraille, » répondit-il, la voix presque un murmure. « Le fer forgé. Plus il est vieux et rouillé, plus le désir est fort. » Un sourire de profonde compréhension s'est lentement étendu sur le visage de la docteure Folami. « Ah, maintenant je comprends, » dit-elle, joignant ses mains sur la table comme si elle fermait un circuit. « Vous ne mangez pas du métal, mon fils. Vous mangez de l'histoire. Vous mangez de l'az. »« Az » répéta David, le mot étrange et en même temps familier dans sa bouche. « Dans la cosmologie yoruba, » expliqua-t-elle, avec la patience d'une enseignante pour son élève le plus important, l'az est la force vitale, l'énergie divine, le pouvoir de faire advenir les choses. C'est l'étincelle divine, l'énergie qu'Olodumare, le Créateur, a utilisée pour donner vie à l'univers. Et tout possède de l'as à des degrés divers. Les plantes, les animaux, les gens, les pierres. Mais le fer, irin, est spécial. Le fer à l'état brut, extrait de la terre, est déjà puissant. Mais quand un forgeron, un dévot d'Ogun, travaille le fer dans la forge, avec intention, avec des chants, avec de la sueur et des sacrifices, il ne se contente pas de façonner le métal. Il l'infuse d'as. Il y met son énergie vitale, l'énergie d'Ogun, l'histoire de son peuple, à l'intérieur de cet objet. Une houe n'est pas seulement une houe, elle porte l'as de la récolte et de la survie. Une épée n'est pas seulement une épée, elle porte l'as de la guerre et de la protection. Elle se pencha en avant, ses yeux fixés sur ceux de David, et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. Ce que vos médecins appellent du pica, votre peuple l'appellerait un appel. Votre faim n'est pas une maladie. C'est un héritage spirituel qui s'est réveillé dans votre sang. Vous ne cherchez pas le fer en tant que substance chimique, vous cherchez la mémoire, la force, l'as que vos ancêtres ont mis dans le fer qu'ils ont forgé il y a des siècles. Votre corps ne s'empoisonne pas parce qu'il reconnaît cette énergie. Votre système ne la traite pas comme un métal étranger et toxique, mais comme un nutriment spirituel, un lien direct avec le passé. Vos rêves ne sont pas des fantasmes, ce sont les mémoires contenues dans le métal que vous consommez, qui remontent à la surface, vous enseignant qui vous êtes. L'esprit de David tourbillonnait, essayant de traiter l'immensité de cette révélation. Tout prenait un sens terrible et merveilleux. La compulsion, les rêves, la force étrange de son corps, le sentiment de déconnexion avec le monde moderne. Il n'était pas fou, il était appelé. Mais pourquoi?
Pourquoi lui? Votre famille, dit la docteure Folami, comme si elle lisait dans ses pensées. D'où viennent-ils au Brésil? Quelle est leur histoire? David raconta ce qu'il savait. Sa famille était de la région de Minas Gerais, descendant d'esclaves qui travaillaient dans les mines d'or et de fer pendant le cycle de l'or. Son grand-père, dont il avait hérité l'enclume, était forgeron, tout comme son père avant lui. Le métier était dans la famille depuis des générations, mais pour lui, ce n'était qu'une coïncidence, une tradition artisanale. Ce n'est pas une coïncidence, dit la docteure Folami, hochant lentement la tête. Beaucoup de Yoruba amenés au Brésil, en particulier à Minas Gerais, venaient du puissant empire d'Oyo, et beaucoup d'entre eux étaient des forgerons habiles, des hommes d'Ogun, dont la technologie du fer était avancée pour l'époque. Ils ont été forcés de travailler dans les mines, de forger les outils de leur propre oppression. Mais pensez-vous qu'ils ont cessé d'être qui ils étaient? Non. En secret, ils ont poursuivi leur pratique. Chaque coup de marteau sur une chaîne, chaque houe forgée pour la Casa Grande, était aussi un acte de résistance spirituelle. Ils infusaient dans ces objets leur ase, leur espoir de liberté, la mémoire de leur terre natale, la force de leur orisha. Ils ont transformé les outils de l'esclavage en archives vivantes de leur existence. Et puis vint la révélation finale, la pièce qui connecta tout avec une clarté aveuglante et puissante. « Je crois, David, » dit la docteure Folami, la voix chargée de révérence, « que vous descendez d'une longue lignée de forgerons d'Ogun, et que l'un de vos ancêtres, le premier à arriver sur cette terre, était un maître forgeron, un alakbed de Grand Âge, un homme qui, en étant arraché à sa maison, en voyant son monde détruit, a fait un pacte avec son orisha, un pacte pour que sa lignée n'oublie jamais, pour que la force du fer, la mémoire de la forge, l'étincelle d'Ogun ne meure jamais. Pendant des générations, cette force est restée endormie, se transmettant de père en fils, par le sang et le métier. Et maintenant, en vous, dans ce monde moderne d'acier inoxydable et de technologie numérique, si loin de ce village africain, elle s'est réveillée avec une force violente. La faim que vous ressentez est la faim de votre ancêtre. C'est sa faim de reconnaissance, de connexion. Il vous rappelle à la forge. David sortit du bureau de la docteure Folami en homme nouveau-né. La peur et la honte de 10 ans se sont dissoutes comme la rouille sous la pluie, remplacées par un sentiment écrasant de dessein et d'identité. Il n'était pas un malade. Il était un héritier. Il est allé à son atelier et, pour la première fois, il n'a pas mangé le métal en cachette, comme un toxicomane dans une ruelle sombre. Il a pris un morceau d'une vieille chaîne rouillée, un maillon forgé peut-être 200 ans plus tôt par des mains esclaves, et l'a tenu dans ses mains. Il a fermé les yeux. Il ne l'a pas vu comme un objet de honte, mais comme un lien sacré avec son passé. Il l'a mis dans sa bouche non pas avec une compulsion aveugle, mais avec révérence. Et le goût était celui de la terre, du sang, de la sueur, des larmes, de la résistance, de l'espoir, le goût de l'histoire de son peuple. Qu'est-il arrivé au corps de David? La science ne peut toujours pas l'expliquer. Mais David a compris. Son corps ne se contentait pas de tolérer le métal. Il l'intégrait. Il était un catalyseur vivant. Le fer de ses ancêtres, chargé d'Az, devenait littéralement une partie de lui, renforçant ses os, enrichissant son sang de mémoire. Il était une archive ambulante, une bibliothèque de chair, d'os et de fer. Son art a explosé d'une vie nouvelle. Ses sculptures, auparavant seulement esthétiques, pulsaient maintenant d'une énergie, d'une présence que les gens ressentaient, même sans comprendre. Il a commencé à incorporer, subtilement, la poudre et les petits éclats de métal qu'il consommait dans ses œuvres, les mélangeant à la soudure ou aux résines comme une charge sacrée. Il ne se contentait plus de façonner le métal. Il collaborait avec lui, permettant aux mémoires qu'il contenait de guider ses mains. Ses sculptures racontaient des histoires de travail, de lutte et d'une force indomptable. David n'a jamais cessé de manger du métal. Mais maintenant, ce n'est plus un sombre secret. C'est un rituel sacré, un acte de communion avec ceux qui l'ont précédé. Il est la forge vivante de son ancêtre, le marteau et l'enclume personnifiés, dans un monde qui a oublié le pouvoir contenu dans les choses faites à la main. Il est la preuve vivante que l'histoire de l'Afrique n'est pas quelque chose qui est resté derrière, sur un autre continent, dans un autre siècle. Elle est vivante, elle est dans notre sang, elle est dans la terre sous nos pieds, et, dans le cas surréaliste de David, elle est dans la structure même de son corps. Un pont indestructible de fer et d'esprit qui traverse le temps et l'océan, prouvant que certains héritages sont trop forts pour être brisés, et certaines fins trop sacrées pour être niées.